je ne vais pas lister tout le monde, je ne vais pas appeler tout le monde, mais je vais commencer directement par appeler les intervenants. Donc, on est à la conférence internationale sous le thème Maroc, Afrique, Canada, les voies d'un avenir prospère de l'Afrique, et c'est organisé par Dar al-Maghrib en partenariat avec la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Mohammed V de Rabat. J'ai le plaisir d'être votre MC aujourd'hui. Je m'appelle Habiba Shakir. Je travaille pour le gouvernement fédéral à Ottawa, pour le ministère de la Santé. Et j'aurai le plaisir d'appeler directement M. Ja'far Debbar, directeur du Centre culturel marocain Dar al-Maghrib, pour commencer l'ouverture de cette conférence. Bonjour tout le monde. Sabah al-Nour. Excellences, Monsieur Diamouten Alassane Zi, directeur de cabinet de Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Abdellah Kahia, chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc au Canada, Madame la consul générale du Royaume du Maroc à Canada, Madame Habiba Zmouri, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les ambassadeurs, les chargés d'affaires, les consuls généraux et les autres membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, honorables professeurs et invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ici au Centre culturel marocain Dar al-Maghrib à Montréal, à l'occasion de cette importante conférence internationale organisée en collaboration avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdel sous le thème Maroc, Afrique, Canada, les voies d'un avenir prospère de l'Afrique. Je tiens tout d'abord à saluer la présence de son Excellence M. Diamouten Alassane Zi, directeur de cabinet représentant de M. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et je tiens à saluer également la présence de M. Moulay Ismail Mghari Moubarad, directeur des affaires sociales, culturelles, éducatives et de l'accompagnement juridique, qui représente aujourd'hui M. Abdelkrim Benatiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, ainsi que de saluer la présence de M. Dominique Topin, directeur de l'Afrique et Moyen-Orient, représentant de Madame la ministre Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie au gouvernement québécois. I am also so glad for the presence of Honorable Deepak O'Brien, Federal Parliamentarian of Calgary Forest Lawn, former Minister Delegate to the Canadian Minister of Foreign Affairs in charge of Africa, and President of the Moroccan-Canadian Parliamentary Friendship Group. Thank you so much for accepting our invitation and traveling from Calgary to here to share with us your experience in the field of cooperation between Canada and Africa, and to speak about the opportunities offered by Morocco to further develop the transatlantic triangular cooperation. Thank you very much. Je me réjouis également de la présence de son Excellence Saramadi Touré, ambassadeur de la Guinée, représentant de son Excellence M. Alpha Condé, président de la Guinée, président de l'exercice de l'Union africaine. Je voudrais aussi saluer, pour la première fois chez nous au Centre culturel marocain, un invité très cher pour nous, pour le Maroc, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation.
et nous sommes honorés de votre présence. Et j'espère que ce ne sera pas la première fois et la dernière fois. Certainement, il y aura d'autres activités, notamment avec la communauté malienne, avec laquelle on a entrepris un partenariat pour organiser des activités conjointes ici au Centre culturel marocain. Je voudrais ainsi vous dire toute ma joie et ma satisfaction quant à la forte présence des membres du corps diplomatique ayant fait le déplacement d'Ottawa jusqu'ici pour enrichir notre débat et partager avec nous leurs visions et perspectives. Mes chaleureux mots de bienvenue s'adressent aussi à nos éminents intervenants et experts de renom venus de différentes contrées d'Afrique et du Canada pour participer à cet événement. Je ne manquerai pas cette occasion pour remercier tout particulièrement M. Zakaria Abou-Dahab, en sa qualité d'abord de vice-président, de vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, et ensuite en tant que président du comité scientifique de la conférence. Une reconnaissance particulière de ma part s'adresse aussi à Mme Habiba Shakir, Director International Partnership and Government Relations chez Africa Institute for Mathematical Science, et aussi vice-présidente du Forum des compétences canado-marocaines, et je la remercie encore une fois en sa qualité de coprésidente du comité scientifique de cette conférence. Mesdames et messieurs, votre présence à toutes et à tous nous honore et nous permettent d'envisager cette rencontre sous les meilleurs auspices. Honorable assistance, nous allons explorer ensemble durant cette journée les voies de l'avenir de l'Afrique et renforcer le débat sur ce continent de toutes les promesses. Nous aborderons tout au long de cette conférence les réalisations et les perspectives de la nouvelle politique africaine du Royaume du Maroc, opérée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ainsi que les défis de l'intégration régionale en Afrique. Nous nous pencherons également sur les enjeux de l'avenir de la coopération intra-africaine et de la coopération triangulaire transatlantique Afrique, Maroc, Canada, Québec. L'organisation de cette conférence illustre parfaitement la dimension africaine de notre plan d'action et s'inscrit dans le cadre d'un programme élaboré et réalisé par le Centre culturel marocain visant la promotion de l'Afrique, la mise en valeur des cultures africaines et le renforcement des liens culturels et d'amitié entre les Marocains du Canada et leurs frères membres des communautés des autres pays africains. La réalisation de ce programme se traduit, mesdames et messieurs, à travers deux axes principaux. Le premier axe consiste à développer de nouveaux concepts culturels visant la promotion des cultures africaines et de les faire connaître davantage et les mieux apprécier. Parmi les actions réalisées par le Centre culturel au niveau de ce volet, nous citons à titre d'exemple le lancement des journées culturelles africaines de Dar el-Maghrib qui rendent hommage 2 fois par an à un pays africain. Et nous avons l'honneur d'avoir le Sénégal et le Cameroun comme pays d'honneur. Et on s'est mis d'accord avec la Guinée et la Côte d'Ivoire pour qu'ils soient nos invités d'honneur pour l'année 2018. L'organisation des expositions, parmi aussi les activités qui s'inscrivent dans le cadre de ce programme, l'organisation des expositions d'art plastique en solo ou en collectif par des artistes d'origine africaine résidant au Canada. Et cette année, 13 artistes d'origine africaine ont exposé au Centre culturel marocain. Mettre l'Afrique à l'honneur dans le cadre de la 2e édition des Journées du Maroc au Canada, organisée du 29 au 8 septembre sous le slogan « Africains fiers de l'être ». Et ce grand événement a été organisé en partenariat avec 11 organismes culturels communautaires de référence africaine résidant au Canada. Aussi, parmi les activités qu'on a organisées et qui s'inscrivent dans ce cadre, l'organisation d'une vingtaine de spectacles de musique et de danse donnés par des chanteurs, musiciens et danseurs africains résidant au Canada. Et cette année, nous avons présenté, en collaboration avec nos frères africains, 19 spectacles en 2017.
L'organisation de conférences mettant en avant les modèles inspirants du partenariat panafricain. Aussi, parmi les activités que nous avons organisées cette année, c'est la promotion du cinéma africain ici à Montréal, en étant cette année le partenaire officiel de la 33e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Le deuxième axe de ce partenariat vise à soutenir et parrainer les organismes des communautés culturelles de référence africaines, et ce, à travers les actions suivantes. Soutenir les associations communautaires de référence africaines pour l'organisation de leurs activités culturelles qui se concordent avec notre mission. Offrir un soutien logistique en mettant les salles du centre culturel à la disposition de plusieurs organismes africains pour l'organisation de leurs activités culturelles, artistiques, économiques, ainsi que pour tenir des rencontres de communication avec les ministres de leur pays en visite à Montréal. Et nous avions l'honneur de recevoir ici à Dar el-Maghreb 2 ministres sénégalais. Un en 2016 et un autre en 2017. Le chargé d'affaires du Sénégal. Mesdames et messieurs, comme l'a souligné le député européen Otto de Habsburg, décédé en 2011, dans son livre intitulé « Le nouveau défi européen », celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. Le passé est en effet la rampe de l'avenir, tel que l'a souligné également Otto de Habsburg. Mesdames et messieurs, la création de ce centre culturel par mon gouvernement, suite aux orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, s'inscrit parfaitement dans cette vision dont l'objectif essentiel est de favoriser l'intégration des Canado-Marocains tout en leur permettant de mieux connaître et de mieux apprécier la culture, la civilisation et les langues de leur pays d'origine. Le gouvernement marocain veut faire de ce centre un outil d'enracinement sans déracinement. Notre établissement, mesdames et messieurs, qui se positionne comme un modèle innovant à travers le monde, a été réalisé par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, et ce dans le cadre d'un programme de création de centres culturels marocains prévus dans plusieurs pays de résidence des Marocains du monde. Et certainement, monsieur le directeur vous en parlera davantage. Le Centre culturel de Montréal est ainsi le premier de cette série, entièrement conçu, réalisé et financé par le ministère des Marocains, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration. Mesdames et messieurs, outre la préservation de l'identité culturelle des Marocains du Québec et du Canada et de la favorisation de l'intégration positive dans la société d'accueil, le Centre culturel marocain œuvre également en faveur du rapprochement et de l'échange interculturel. C'est un centre sans vocation idéologique, ouvert sur toutes les cultures et toutes les religions, mis en place par le Maroc au service de tous les acteurs souhaitant contribuer à la promotion du mieux vivre ensemble. Avant de conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette conférence, notamment le ministère des Marocains résidant à l'étranger et le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. En sa tête, M. Abdelkrim Benatiq, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, et je tiens à le remercier fortement pour son appui indéniable et son effort pour mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires pour accomplir nos missions. Je tiens aussi à saluer Monsieur le chargé d'affaires, Monsieur le Kahia, qui nous réserve toujours un soutien constant. Je remercie également le staff du centre, mon staff, mes collaborateurs et mes collaboratrices pour leur contribution à l'organisation de cette conférence. Je voudrais pour finir vous remercier, vous, honorable assistance, d'avoir répondu favorablement
à notre invitation et d'honorer Dar el-Maghreb de votre présence. Et avant de terminer, je veux saluer une personne qui m'est chère et je suis vraiment ravi et heureux de le recevoir ici. C'était, je ne dirais pas un rêve, mais un grand souhait. Et je l'ai concrétisé parce que je suis étudiant, lui il est professeur. C'est M. Loukili Miloud. Vraiment, merci. C'est un honneur de vous recevoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre cordiale attention et bon succès à notre conférence. Merci, M. Jafar Bar. À partir de maintenant, je vais chronométrer. Le prochain serait M. Abdallah Al-Kahia. Avec grand plaisir que je présente M. Al-Kahia comme chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa. Et vous avez 5 minutes. Chronométré. Merci beaucoup, Madame Habiba Chakir. Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali, chers collègues représentants des ambassades africaines accréditées au Canada, Madame Habiba Zmouri, consul général des Royaumes du Maroc à Montréal, Monsieur Depa Kobri, ancien ministre, sénateur et président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Canada, Monsieur Alassane Zi, directeur de cabinet du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Dominique Topin, directeur au ministère des Relations internationales du Québec et de la francophonie du Québec, Monsieur Moulay Smaïl Moubarad, directeur au ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Monsieur Mouled Loukili, professeur à l'université Mohamed V de Rabat, Monsieur Zakaria Boudahab, professeur à l'université et vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université de Mohamed V à Rabat, chers conférenciers, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un grand intérêt et un réel plaisir que je prenne part aujourd'hui, au nom de l'ambassade du Royaume du Maroc, à cette conférence intitulée Maroc, Afrique, Canada, les voies d'un avenir prospère de l'Afrique. Je voudrais à cette occasion souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants et remercier particulièrement celles et ceux qui ont bravé les distances pour venir partager avec nous et avec l'assistance leurs connaissances et leur expertise sur les différents axes de cette conférence. L'Afrique est de toute évidence un continent en devenir, un continent en plein essor, un continent riche en potentialités et en opportunités grâce à ces femmes et à ces hommes. La rencontre d'aujourd'hui constitue une opportunité d'échange et d'interaction pour mettre en avant les retombées positives de la coopération dans toutes ses formes, en particulier la coopération sud-sud et triangulaire, comme instrument opérationnel pour le développement durable du continent africain. C'est également une occasion idoine pour souligner l'envergure et la portée stratégique de la politique africaine du Royaume du Maroc, qui a atteint un nouveau seuil grâce à l'engagement fort et constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI Qudus l'Assiste. Une politique fondée sur l'histoire commune, les liens séculaires et les partenariats multidimensionnels en phase avec les réalités africaines, tant sur le plan économique et politico-social et humain. Excellences, mesdames et messieurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI Qudus l'Assiste n'a eu de cesse, depuis son intronisation, de faire de la coopération avec les pays africains un des axes majeurs de la politique étrangère du Royaume du Maroc. Les multiples visites royales dans les pays africains réaffirment l'ancrage du Maroc dans son continent et son engagement irréversible
en faveur d'une Afrique unie et solidaire. Cette politique africaine du Maroc est le reflet d'une histoire riche et des liens ancestraux unissant le royaume au pays des continents. La Constitution marocaine de 2011 a consacré cette dimension africaine en réaffirmant l'engagement du royaume à consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays de l'Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel, et à renforcer la coopération sud-sud. Dans ce sens, et au cours des dernières années, l'action du Maroc en Afrique est devenue une réalité qui s'appuie sur une vision royale clairvoyante, s'inscrivant dans la durée et relevant d'une forte conviction en la capacité des Africains à vaincre les défis et à construire eux-mêmes une Afrique dynamique et prospère. Comme l'avait souligné Sa Majesté le Roi, que Dieu lui assiste, dans son discours à l'occasion de l'ouverture du Forum économique maroco-ivoirien à Abidjan en 2014, je cite, « L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Il doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé. C'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Plus qu'une aide humanitaire, c'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. » Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le modèle d'action du Maroc en Afrique place l'élément humain au centre de ses préoccupations, en s'appuyant sur les fondamentaux historiques, économiques et culturels. Un modèle pionnier au niveau de sa portée géographique, de son contenu et de la nature des projets et de la dimension institutionnelle. Cette vision royale a été déclinée sur le terrain selon les quatre axes suivants. Premièrement, l'approche est dorénavant à dimension continentale. Il n'est plus confiné à une seule région. Le royaume est passé d'une concentration naturelle en Afrique de l'Ouest vers une projection sur l'ensemble des sous-régions africaines. Deuxièmement, l'offre marocaine en Afrique est singulière et multidimensionnelle. En fait, le Maroc est le seul pays à avoir une offre de coopération diversifiée qui englobe plusieurs dimensions, à caractère diplomatique et stratégique, militaire et sécuritaire, économique, spirituel et culturel, humaine avec un accent sur la jeunesse et la dimension multilatérale, bien sûr. Le Maroc place toujours l'Afrique au cœur de ses préoccupations sur le plan international. Troisièmement, le lancement de plusieurs grands projets d'envergure, grâce aux visites de Sa Majesté le Roi et les accords qui ont été conclus avec les pays africains frères. Ces projets viennent compléter d'autres projets de taille réduite, mais à fort impact économique. Quatrièmement, la dimension institutionnelle, comme un élément amplificateur de la dimension bilatérale et un moyen de renforcer la coopération, notamment à travers le retour des royaumes du Maroc à l'Union africaine et son adhésion prochaine à la CEDEAO. Mesdames et Messieurs, cette politique africaine du Maroc, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, lui confère un rôle essentiel dans l'émergence de l'Afrique. La décision de Sa Majesté le Roi de créer un ministère délégué chargé des affaires africaines consacre le caractère prioritaire qu'accorde le Royaume à cette profondeur continentale et à une coopération sud-sud solidaire, agissante et à forte charge humanitaire. Aujourd'hui, dans un message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants à la réunion annuelle de la World Policy Conference qui se tient à Marrakech, Sa Majesté le Roi a souligné que la voie vers la prospérité est un processus complexe et de longue haleine. Néanmoins, les grandes aspirations des citoyens, notamment africains, ne peuvent se concrétiser qu'à travers des programmes de développement humain et économique inclusifs qui s'inscrivent dans une dimension régionale et continentale. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un très bon jour. Merci beaucoup.
Juste pour vous informer, je viens d'être informé que vous passez directement sur Facebook. C'est un passage direct sur Facebook, c'est ça? Yeah. I have the great pleasure to call on my friend and dear African, Honorable Deepak Oberoi, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs, responsible of Africa and Asia, and founder and president of the parliamentary group of Canada, Morocco. Mr. Deepak, 10 minutes. You are broadcast directly on Facebook. Am I? Yeah. Oh, I'm being broadcast on Facebook. But Habiba, I'm a politician. I don't listen to you. I only listen to the speaker when he says I have 20 minutes to speak, you know. So thank you. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Deepak Oberoi. Je suis le doyen Parti Conservateur. I am indeed very happy to be here. Thank you for the invitation, Mr. Jaffer, Madame. And I must say, you know, when I visited Morocco, I visited Morocco many times, almost 5 times. When I've been in Morocco, the Walis always give us dinners, and they each have a competition who's going to give the best food. But I must say that yesterday night, Madame, the food at your place and your hospitality, sir, was indeed beating all those Walis over there in. But I also learned, you know, very interesting, that the president is from Fez. And the moment you talk about Fez, you know what happens. You know, Menes suddenly gets up and says, no, Menes is better than Fez. So I do know there is a big fight between Fez and Menes. Oui. Something like Calgary and Alberta, in Calgary, Edmonton, something like Montreal and Quebec City. So we're all the same, you know, having our. So it was indeed a great pleasure. Let me just say, I'm going to talk about a couple of things in a different light. You know, I'll talk about Canada-Morocco relations, where Canada-Morocco relations have gone. Then I will talk, because I was part of the government's Africa strategy, the African Union. Then I'll talk about shortly Canada-Africa relations, and then what Canada sees in Morocco as Morocco re-engages with Africa after an absence of certain. So, of course, my first visit to Morocco, I should say slowly, right, ma'am? And thank you very much for translation. She can get a job in the House of Commons if you want to wonder that. You know. My first visit, of course, to Morocco was with the Governor General, with the Honorable Robier LeBlanc, the first Governor General visit to Africa. And that's when I landed up in Morocco. And I've got some very nice stories to say. But today we are talking about other issues. But subsequently, I had other visits, 5 visits to Morocco, where I met both King Hassan and King Mohammed today. And subsequently, I came to know more about Morocco, the relationship which my government, my conservative government, the Harper government, you know, put priority in building relations with Africa. You know, and I was coming from Tanzania, so I was given the file to look after Canada-Africa relations. You know. But Morocco held a special place for us, you know. And one of the most important aspects relationship between Canada and Morocco is the diaspora. And I'm sure the Minister of Diaspora is here. Canada is very much blessed, and I'm told almost 200,000 Moroccans living in Canada. You know, most of them, of course, in Quebec due to French, but right across the country. Nevertheless, it doesn't matter where they live. They're part of the Canadian diaspora. They're Canadians, and we very much value the strong contribution that they have made to Canada. And they will always be the bridge. They'll always be the bridge between Canada and Morocco, no matter how governments operate, no matter what happens. But we have a permanent bridge that is between the diaspora and between the diaspora living in Canada.
the Canadians with Morocco origins, which is Habiba right there, one of them. This strength that we have in Canada building naturally makes us an automatic partner with Morocco. And so henceforth, we put lots of effort in building ties with Morocco, and one of them was why I went 5 times to Morocco to see these. And we are looking at the opportunities, and we have started a free trade agreement, but free trade agreements do take time. It is not that you go and everybody signs. We have signed 35 free trade agreements around the world, and we will be looking at, in the future, to look at Morocco signing the free trade agreement with Canada. But because we put so much emphasis on this, so the ambassador came to me and said, we need to build parliamentary relations too. And so I then started the Canada-Morocco Parliamentary Friendship Group. It is made of parliamentarians in the parliament that look after the interest of lobbying the government on issues that may be of building further relations between Canada and Morocco. And we have had some visits up and down between parliamentarians, but it is critically important that while you have a business-to-business relations, you also have parliamentary relations as well, because that's where it's critically important where policies are made and policies are discussed, And of course, as Parliamentary Secretary of Foreign Affairs in the previous government, I had a lot of interface with the ambassadors in Ottawa, So we will continue building this relationship. I want to go back a little bit in history and to show you how important Morocco was for Canada. If you will recall, September 11th, everybody recalls September 11th, okay? And we were in the Foreign Affairs Committee. So we decided Canada needs to study as to what actually transpired. Why was there anger? Why was there an event that such of dramatic consequences where a lot of Canadians died? So as part of the Foreign Affairs Committee, we decided to go and study to the other part of the world and see what their views are. And the first country we chose to go was Morocco, And so the Parliamentary Foreign Affairs Committee landed in Morocco, and we talked. We made sure that we did not talk to the government, okay? But we made sure that we talked to influential people in Morocco. People not tied to the government, but people very, very important, influential people, to understand, if there is anything. And I do want to say this. In Morocco, and then we went to London, then we went to Paris, then we went to Germany, then we went to Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Saudi Arabia, UAE. But I do want to point one factor here, is that in Morocco, among the influential people, okay, we found a very different openness that was not available in many other countries, And we felt, And when we went round and we found many places where there was the room was narrow, we then pointed them to Morocco. The key point here is that I'm saying is that, of course, radicalization will always be there. But it is not radicalization that we are worried about. We are worried about what do influential people think in that country, people behind the power. What do they think, what is in their view, what is in their point. And Morocco stood out as #1 country, which is openness, which it's culture, and absolutely for us in the Foreign Affairs Committee, Morocco was put at the bottom and said, nothing for us to look there, but to carry on building. And subsequent events have proven what the Foreign Affairs Committee did. We did come back with the recommendation that the Department of Foreign Affairs will have a cell made up of influential Canadians, Muslim Canadians, that on time-to-time basis will advise the department that should there be, if something happens, we seek their opinion.
And that has been in existence for the last 10 years while I was there. And so it has been a very, very important element in building Canadian relations with the Muslim world, you know. So Morocco played a very critical role in that establishment. But of course, I have dwelled upon the diaspora, how it is, you know. Now I want to go for a little bit here. Of course, today we talk about the Canadian relationship with Africa has always been strong. I'm from Tanzania. I'm well aware of how this relationship has built and built across the country. You know, I've been to many of the countries, to Mali, to Guinea, to all these countries, leading all the relationships, building up strong relations with Africa. Canada will continue building up strong relations with Africa. We have an advantage based on our past history. Habiba is saying 1 minute, I will ignore her. We will continue having that history with Africa, and we will build this diaspora. Out of that, I then, of course, attended all the African Union meetings we have the government. And who was missing? Morocco was missing. Morocco wasn't there, you know, and you could see Morocco, this thing. So I'm very delighted that Morocco is back, that Morocco will continue building its strong relations with Africa. And that will allow us in Canada to go to Morocco, piggy bank Morocco, understand from Morocco, you know, tap their presence in Africa, their knowledge, to help us continue building stronger ties with Africa. So the Morocco ties with Africa for Canada is a very welcome event, and most importantly, it allows us to benefit from this. So again, once more, I want to say thank you very, very much. Habiba is standing up. But, you know, once more, thank you. It's like, you know, when the speaker stands up, we got to shut up in the house. You know. So thank you very, very much. And thank you for inviting me. Thank you. Please sit. No, please sit. Je passe le micro à Monsieur Dominique Toupin, directeur de l'Afrique et Moyen-Orient, représentant de Madame la ministre Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie et du Québec. Monsieur Toupin, vous avez... Je tiens à vous rassurer, Madame la maître de cérémonie, je ne dépasserai pas le temps, n'ayez crainte. Monsieur le directeur du Centre culturel marocain Dar al-Maghrib, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée au Canada et représentant du président en exercice de l'Union africaine, Monsieur l'ambassadeur du Mali, Monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc au Canada, Madame la consul général du Maroc à Montréal, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le député, Messieurs les directeurs des différents ministères africains présents ici aujourd'hui, Monsieur le vice-doyen, Monsieur le professeur, chers amis, distingués invités, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté d'être présent parmi vous aujourd'hui et de vous adresser la parole au nom de la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Madame Christine Saint-Pierre, qui nous a bien entendu prier de vous saluer. Je salue d'entrée de jeu l'initiative de Monsieur Desbarres et de son équipe d'avoir organisé cette journée de réflexion sur la coopération triangulaire entre le Maroc, le Canada et l'Afrique, et les partenariats bénéfiques pour le développement du continent africain. Cette conférence, laquelle réunit d'éminentes personnalités représentant le monde diplomatique, institutionnel et économique marocain et africain, est une autre occasion pour faire valoir l'ancrage du Maroc en Afrique, lequel a été récemment marqué par son retour à l'Union africaine et par également les négociations pour son admission à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle survient également presque un mois après la tenue à Montréal de la 8e édition du Forum Afrique Expansion, et le Maroc était le pays invité à l'honneur de ce forum. Le Québec, par l'entremise de ses institutions, qu'on pense par exemple à son directeur général des élections, de ses différents établissements d'enseignement,
notre École nationale d'administration publique, nos différentes universités, de nos entreprises, de nos différents organismes de coopération internationale. Alors, le Québec est actif depuis longtemps. Il est présent depuis longtemps en Afrique. Au fil des années, il a pu bâtir des relations et des partenariats avec de nombreux pays africains. Et il est vrai que nous avons l'habitude de collaborer peut-être davantage avec les pays francophones en raison de plusieurs affinités, dont notre appartenance commune à l'Organisation internationale de la francophonie. Cela ne veut cependant pas dire que nous nous désintéressons du reste de l'Afrique. Au contraire. En témoigne l'émission dirigée l'an dernier par une équipe d'Export Québec en Éthiopie, dans le domaine du génie conseil, mais aussi en Zambie, où le développement international des jardins opère un centre financier pour les entrepreneurs. D'ailleurs, Export Québec organise, en collaboration avec le service des délégués commerciaux du Canada, une mission commerciale en Afrique du Sud qui comprendra une participation au 20e salon Africacom et des rencontres personnalisées du B2B, bien sûr, au Cap-Occidental et à Johannesburg du 6 au 17 novembre prochain. Dans sa nouvelle politique internationale, rendue publique en avril dernier, le gouvernement du Québec a clairement affiché sa volonté d'accroître le niveau de son engagement auprès de ses différents partenaires et particulièrement, notamment en Afrique. Dans cet esprit, le Bureau du Québec à Dakar, inauguré en 2016, deviendra sous peu une délégation générale. Un bureau à Abidjan, siège de la Banque africaine de développement, ouvrira ses portes au cours des prochaines semaines. Et nous négocions actuellement avec les amis et les autorités marocaines, en étroite coordination avec notre ambassade du Canada à Rabat, les termes de l'établissement d'un bureau du Québec à Rabat. Alors, mesdames et messieurs, le Québec a la volonté de poursuivre le développement et le renforcement de ses rapports avec l'Afrique dans une optique de partenariat mutuellement bénéfique. Dans cet esprit, nous venons de lancer le deuxième appel à projet Québec-Sénégal portant sur la participation économique et sociale des femmes et des jeunes, ainsi qu'à ceux liés à l'agroalimentaire et à l'énergie, et ce, en accompagnement des efforts du pays dans la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent. S'y ajouteront bientôt deux autres appels à projets, un Québec-Maroc et un autre Québec-Côte d'Ivoire, visant la mise en réseau d'institutions québécoises et africaines. Notre objectif est de contribuer, à la hauteur de nos capacités, à la réalisation des 7 aspirations de l'agenda 2063 adopté par l'Union africaine, mettant l'accent sur la démocratie et l'état de droit, la bonne gouvernance, le développement durable et le rôle des femmes et des jeunes. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. J'appelle Moulay Ismaël Mrari Moubarad, directeur des affaires sociales, culturelles, éducatives et de l'accompagnement juridique. J'ai trouvé une petite abréviation, l'ACH. Oui, OK? Donc, représentant de Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Mon Dieu, quel long titre! Eh oui. Merci Madame Habiba. Bon, messieurs les ambassadeurs, Madame la consul générale, Messieurs le directeur, Monsieur le professeur, honorable présence, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici à l'occasion de cette rencontre organisée par le Centre culturel marocain à l'étranger dans le Maghreb. Et c'est un plaisir, je dirais, qui est
fortement partagé avec M. Jafar Dbar, directeur du centre, parce que c'est ma première visite à ce centre, qui est le fruit d'un travail de longue haleine mené par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger des Affaires de la Migration et bien évidemment le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Je pense, mesdames et messieurs, que à travers l'intervention de M. Jafar Dbar, j'ai été interpellé sur la question des centres culturels. J'en dirai juste un petit mot au passage avant de parler proprement dit de la thématique qui a été choisie aujourd'hui. Alors, nous avons une politique de l'offre culturelle envers les Marocains établis à l'étranger. Bien évidemment, c'est une politique qui prend en considération plusieurs facteurs qui sont en général l'âge, parce que tout simplement, quand on parle de la communauté marocaine établie dans l'Europe, ou bien à l'étranger, on sait très bien que 80% de notre communauté est établie en Europe, dans 6 pays particulièrement. Donc on est déjà à la 3e, voire à la 4e génération dans certains pays. Donc la politique de l'offre culturelle requiert une importance très particulière parce que tout simplement, l'intérêt, c'est, et au-delà de toute orientation, je dirais, ou bien d'obligation, ou bien de droit qui est garanti par la Constitution envers les citoyens marocains, y compris la diaspora marocaine. Donc l'idée, c'est de renforcer, de garder un lien avec les nouvelles générations, mais également de permettre à cette nouvelle génération, à la nouvelle génération des Marocains qui naissent à l'étranger, de mieux connaître leur culture et leur histoire d'origine afin de mieux s'intégrer dans leur société de pays d'accueil et d'éviter, et vous savez très bien le contexte duquel je parle, d'éviter de tomber comme des victimes, je dirais, de courants extrémistes qui se développent malheureusement dans plusieurs pays occidentaux. Mesdames et messieurs, la thématique qui a été choisie pour notre conférence aujourd'hui, elle est très importante. Alors la migration s'impose aujourd'hui comme étant un phénomène qui nécessite, je dirais, une approche globale, concertée, impliquant tous les acteurs concernés. Il n'y a pas que les gouvernements, bien évidemment, il faut partir sur une approche partagée avec les représentants, les associations des représentants de la société civile, les experts pluridisciplinaires, des universitaires et plein d'autres acteurs qui sont intéressés ou bien qui travaillent sur la thématique de la migration. L'approche que nous devons tous prendre en considération ou bien adopter doit s'appuyer sur un cadre de gouvernance alliant stratégie nationale, une coordination sous-régionale avec des perspectives continentales et un partenariat international. Le nombre, mesdames et messieurs, des migrants dans le monde en entier a atteint 250 millions en 2016. Il est important de souligner que 20 millions d'entre eux sont des réfugiés. Et presque 59% des mouvements migratoires sont des mouvements sud-sud. D'où on peut parfaitement traduire ou bien relever le fait qu'on note une régionalisation de plus en plus prononcée des migrations dans le monde. La migration est un sujet qui a été souvent abordé sous un angle, du moins que l'on puisse dire, un peu pessimiste, ou craintif de la part de gouvernements, n'y relevant que difficultés et problèmes à gérer. Car de notre temps, malheureusement, il n'est pas fréquent de trouver beaucoup de responsables politiques, surtout qui osent y voir, et au-delà, je dirais, de leur responsabilité envers l'histoire, c'est-à-dire que la migration, on peut y voir une source de co-développement et de croissance partagée. Les responsables, les leaders politiques, aujourd'hui, certains d'entre eux ont fait preuve de courage et de réalisme à un moment où, malheureusement, dans plusieurs pays, on a ressenti quand même un repli, un recroquevillement déclenché par plusieurs courants qui sont en train de monter, mais face auxquels on est censé développer des espaces de dialogue et d'échange interculturel. C'est dans ce sens que je voudrais souligner que le Maroc est sous les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI a adopté en 2013 une stratégie nationale pour l'immigration et l'asile. Une stratégie qui a permis à ce jour la régularisation de la situation administrative de plusieurs milliers de migrants. Une stratégie basée sur plusieurs programmes sociaux, culturels, éducatifs qui permettent aujourd'hui à des ressortissants de pays essentiellement africains et arabes de s'intégrer dans le tissu économique et social marocain. Mesdames et messieurs, le Maroc n'est plus uniquement un pays, je dirais, source de flux migratoires.
Et ce n'est plus uniquement un pays de transit, surtout à l'égard de l'Europe. C'est également un pays d'accueil. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a été désigné par le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Alpha Condé, en tant que leader sur la migration. Lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Sa Majesté a présenté une note préliminaire dans laquelle il a soumis aux chefs d'État africains la proposition d'un agenda africain pour la migration. Le Maroc, également, je tiens à le souligner, de part qu'il est un pionnier en matière de politique migratoire, co-préside avec l'Allemagne le Forum mondial sur la migration et le développement. Le Royaume du Maroc est également fortement impliqué en faveur du processus d'élaboration d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Maroc joue un rôle important dans la perspective d'élaborer avant le prochain sommet de l'Union africaine d'un agenda qui devra aboutir à une feuille de route africaine sur la migration. Et c'est à ce titre qu'a eu lieu tout récemment, en début de semaine, à Skhairat, c'est une station balnéaire qui est au sud de Rabat, une retraite sur la migration qui a réuni les États africains et plusieurs organismes et structures concernés. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui à Dar el-Maghrib, à Montréal, le premier centre culturel, comme je l'ai souligné au départ, du genre à l'étranger. Et à ce titre, entre parenthèses, je voudrais dire que prochainement, nous allons ouvrir un nouveau centre culturel à Amsterdam, et après un nouveau centre culturel dont le projet a été lancé en 2016 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, à Paris. Mais à côté de cela, nous laissons place également à des initiatives conjointes avec des gouvernements, telles que la Maison de culture maroco-flamande à Bruxelles et la maison, ou bien plutôt la Fondation Tres Culturas à Séville. C'est des espaces d'échange et d'interculturalité par excellence qui permettent le rapprochement entre les cultures. Mesdames et messieurs, la sécurité, si j'ose dire, pour introduire ou bien pour faire allusion à la thématique sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui à Dar el-Maghrib, à Montréal, parmi les prérequis ou bien les facteurs qu'on devrait prendre en considération pour qu'on puisse avoir une coopération triangulaire bien réussie. Bien évidemment, un certain nombre de prérequis qui sont indispensables à leur tête. La sécurité et la stabilité des États et des régions. C'est un impératif, parce que sans laquelle on ne peut absolument rien faire. On ne peut pas imaginer une coopération triangulaire sans cette condition sine qua non. Également, le déminage des contentieux sous-régionaux qui plantent malheureusement l'intégration économique, et là je fais allusion à plusieurs problèmes africano-africains, sur lesquels, bien évidemment, qui relèvent d'une question, bien de sujets d'ordre parfaitement géopolitique. Bien évidemment, cette rencontre devra nous permettre d'aborder plusieurs points et plusieurs questions qui touchent à l'aspect de collaboration et de partenariat entre l'Afrique et le Canada, et quels seraient les domaines pertinents de développement sur lesquels on pourrait travailler. C'est également, j'ai pas eu l'occasion de le dire en présence de ces Jafar de part, je voudrais remercier monsieur le directeur du Centre culturel Dar el-Maghrib et de son staff qui ont, je dirais, en l'espace de peu de temps, su donner à Dar el-Maghrib à Montréal le rayonnement qu'elle mérite. Je vous remercie. Il me fait grand plaisir de vous présenter M. Diamouten Alassane Sy, notre invité de la Côte d'Ivoire, directeur de cabinet de M. le ministre au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Monsieur le directeur. Alors, je ne sais pas si j'ai droit à 10 minutes ou 20 minutes pour que je négocie dès maintenant, parce que si on veut regarder la distance parcourue, je pense que Dr Habiba Chakri va me faire le plaisir de m'accorder un peu plus si je ne tiens pas dans le temps.
Parce qu'à Abidjan, Montréal, c'est 2 jours de voyage. Bien, merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République sœur de Guinée, qui est notre conseiller politique, parce que je vous raconte une anecdote. J'ai eu l'avantage de participer à des missions de haut niveau avec le président Alassane Ouattara en Guinée. Et les 2 présidents sont l'un et l'autre conseillers de l'autre. Le président Alpha Condé est conseiller politique du président Alassane Ouattara et le président Alassane Ouattara est conseiller politique et conseiller économique du président de la Guinée. C'est comme ça que les 2 présidents s'appellent. Mon conseiller politique d'une part et mon conseiller économique d'autre part. Donc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali, chers frères, nous avons eu tout à l'heure dans l'attente à échanger un peu. Nous avons vu que nous avons des relations, au-delà des 2 pays, des relations particulières. Parce qu'il m'a dit qu'il était d'Aboville, une ville de la Côte d'Ivoire, et moi je lui ai dit du sud de la Côte d'Ivoire, et moi je lui ai dit que mes arrière-grands-parents sont de Sikasso, une ville du sud du Mali. C'est montrer toute la fraternité qu'il y a entre les 2 pays. Donc je voudrais donc dire plutôt mon frère et ami. Madame le consul général du Maroc en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur Moulay Ismaël, je vais peut-être abréger, Monsieur le directeur, Monsieur l'honorable Dipa Cobra, il est déjà parti, je crois, pour des obligations. Monsieur Jaffar, cher ami et cher frère, je voudrais donc lui témoigner mon amitié parce que chez nous en Afrique, il y a un proverbe qui dit « Là où le cœur n'y est pas, le pied n'y va pas ». Et c'est bien parce que notre cœur y est que j'ai été spécialement délégué par mon ministre à l'invitation de Jaffar dans le prolongement de l'amitié entre les 2 ministres que sont le ministre Ali Koulibaly, le ministre en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et son ami et frère, le ministre Abdelkarim Benatik, qui est aujourd'hui en charge des Marocains de l'étranger. Les 2 ministres se vouent une amitié très sincère et fraternelle. Merci Jaffar pour cette invitation. Messieurs les éminents professeurs et doyens, mon cher collègue et frère Oulaï, que notre ambassadeur a délégué spécialement pour assister à cette conférence. En effet, son Excellence, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, est aujourd'hui à Vancouver dans le cadre de la préparation d'une mission ministérielle de haut niveau qui doit venir à Vancouver. Il a bien donc voulu déléguer le conseiller économique de l'ambassade pour se joindre à nous. Merci Oulaï d'avoir fait le parcours d'Ottawa à Montréal. Mesdames et Messieurs, en vos grades, rang en qualité, je ne dirais pas tout protocole observé. Alors, le ministre Ali Koulibaly, donc je disais, qui est en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la République de Côte d'Ivoire, empêché, n'a pas pu effectuer ses déplacements. Il aurait voulu en personne être là. Et donc, il m'a fait l'honneur, en tant que numéro 2 du ministère, de le représenter. Et cette représentation se traduit dans le prolongement de la grande amitié séculaire entre les 2 pays, de par les relations que tissait le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, et le roi Hassan II, qui se traduit aujourd'hui par l'amitié entre son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc c'est une continuité historique que nous entretenons. Notre reconnaissance est d'autant plus grande que cette rencontre se tient au Canada, ce beau et grand pays, ami, qui compte dans notre famille francophone.
Je voudrais également saluer toutes les illustres personnalités présentes ici, ainsi que les experts et les autres personnes ressources qui viennent donner un cachet spécial au débat en cours, car l'opportunité de cette rencontre sur le thème Maroc, Afrique, Canada, les voies d'un avenir prospère pour l'Afrique, est une opportunité unique à saisir pour partager nos visions et nos expériences. En témoignent donc plusieurs cadres de partenariat stratégique dans le contexte intrinsèque de l'Afrique et aujourd'hui avec une claire vision des relations stratégiques au plus haut niveau de par les relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais donner succinctement des faits. Je ne voudrais pas certainement emboîter le pas aux éminentes personnalités qui vont nourrir le débat tout à l'heure. Je voudrais seulement peut-être introduire à ma manière ce débat. Et je voudrais vous dire que, comme vous le savez, le modèle de la coopération sud-sud maroco-ivoirienne est un modèle unique. Et nous sommes donc dans cette dynamique que nous voulons élargir dans une coopération triangulaire certainement ouverte sur le reste du monde, à commencer par le Canada, qui est une initiative que nous apprécions à sa juste valeur. En effet, quand vous regardez le continent africain, malgré quelques défis, je voudrais vous dire que l'Afrique subsaharienne a maintenu un taux de croissance moyen entre 5 et 6% depuis 10 ans. En termes de croissance, un grand nombre de nos pays, dont le mien, la Côte d'Ivoire, est allé au-delà des 5 et 6%. Nous avons fait une moyenne de 8% sur les 5 et 6 dernières années. Ce qui traduit le dynamisme que représente aujourd'hui le continent africain en termes économiques. Le taux d'investissement a été multiplié par 10 ces 10 dernières années et nous avons diversifié de plus en plus les partenaires avec de nouvelles opportunités de développement et plusieurs modèles stratégiques. Toujours dans la même dynamique, je voudrais porter à votre connaissance que les échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde ont augmenté de plus de 200%, atteignant ces 10 dernières années un niveau jamais égalé. L'Afrique, donc, pourrait tirer profit des dividendes démographiques si les mesures nécessaires sont prises. Il faut remarquer que la population africaine, qui est aujourd'hui estimée à autour de 1 milliard de personnes, atteindra d'ici 2050 près de 2 milliards de personnes, ce qui est un potentiel énorme. Ce contexte global et cet environnement prometteur sont au centre des préoccupations, comme je l'ai tantôt dit, des États et des organisations économiques sous-régionales, afin de les transformer plutôt en opportunités de développement. Si nous sommes d'avis que l'Afrique est l'avenir et qu'elle concentre les intérêts présents, nous devons répercuter sur nos populations les retombées des choix ambitieux et de l'ouverture de notre continent, c'est-à-dire un niveau de vie décent en termes d'éducation, de formation, d'emploi, de santé et de sécurité, et j'en passe. Mesdames et messieurs, pour revenir au cas particulier de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire que mon pays a bâti un niveau relatif de développement et de coopération avec les pays amis et sur les valeurs de solidarité et de développement partagé. Les excellentes relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et singulièrement le Maroc, qui remontent dès les débuts des années 1960, se sont inscrits parfaitement dans cette voie. Je voudrais ici témoigner la gratitude de mon pays au Royaume du Maroc pour son appui et son accompagnement de l'intermède malheureux que la Côte d'Ivoire a connu. Vous savez que nous avons vécu une crise malheureuse de 10 ans qui a entraîné beaucoup de dégâts et qui a fait chuter les acquis sociaux et l'économie nationale. Et le Maroc a été à notre côté, en nous assistant, en faisant partie des forces onusiennes en termes de sécurité et en termes militaires. Que le Maroc en soit remercié. Ensuite, comme vous le savez, au sortir de la crise que nous avons connue, c'est-à-dire en 2011,
la Côte d'Ivoire, sous l'inspiration du président Alassane Ouattara, président de la République, a entrepris de grandes réformes. Et ces réformes, comme je l'ai dit, ont permis, à travers ce que nous appelons les plans de développement, de faire un premier plan de développement de 2012 à 2015, qui vient de s'achever, et d'enclencher avec un deuxième plan de développement qui a commencé en 2016 et qui va aller à 2020, et à travers lequel nous ambitionnons de devenir un pays émergent. Et dans ce plan, le 5e pilier, parce que le plan est bâti autour de 5 piliers, le 5e, c'est la coopération internationale et l'intégration régionale. Ce qui justifie d'ailleurs l'empressement que nous avons eu à répondre à l'invitation de notre ami Jaafar, parce qu'il est forcément en ligne avec notre vision. Le 21 janvier 2015, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont signé ce que nous appelons un mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique en vue d'atteindre cette émergence de notre pays en 2020. Et ce mémorandum d'une portée très historique a été articulé autour de 98 accords qui vont des accords publics, des accords publics-privés et des accords privés entre les opérateurs du secteur privé. Et ceci dans plusieurs secteurs tels que le secteur des banques, des assurances, de l'immobilier, de l'agro-industrie, des ressources halieutiques et de l'industrie pharmaceutique, etc. En outre, dans ce même cadre, nous avons mis en place avec le Maroc ce que nous appelons le groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. Parce qu'une chose est de signer les accords, une chose est de veiller à ce que ces accords se déroulent dans de meilleures conditions. Parce que vous savez que nous qui sommes dans l'administration, les choses sont souvent lentes. Et donc, son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République, et Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de la dernière visite, ont convenu ensemble de mettre en place ce groupe que nous appelons le groupe d'impulsion économique, qui regroupe de hauts cadres au niveau de l'administration, de hauts cadres au niveau du secteur privé. Et c'est ce groupe qui a à charge de veiller à l'application et à la bonne fin de ces accords que nous avons signés. C'est un modèle, il peut marcher et nous espérons qu'il marche et que nous espérons peut-être le vendre certainement aux autres pays amis tels que la Guinée, le Mali, où Sa Majesté a eu la chance de passer aussi quelques longs séjours. Pour nourrir donc ce bel engagement, le cadre de coopération, le groupe donc est placé sous la vigilance du cabinet du président de la République et du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, quand nous regardons nos statistiques, le Maroc est en passe de devenir très prochainement le premier partenaire de la Côte d'Ivoire en matière économique. L'efficacité réelle de ce partenariat sud-sud repose donc sur les convictions partagées, une confiance forte et responsable, où chaque partie tire le profit de son besoin spécifique. C'est la responsabilité de nos gouvernants de surmonter les hésitations afin de tracer les sillons d'une collaboration innovante avec ceux des amis qui nous sont les plus proches et qui sont en réalité aujourd'hui les vecteurs de cette coopération. Mesdames et messieurs, honorables invités, on ne peut pas parler de cette collaboration bilatérale sans jeter un coup d'œil sur ce que nous appelons les organisations sous-régionales africaines. Parce que, autant que mes prédécesseurs l'ont évoqué, la Côte d'Ivoire fait partie d'un grand ensemble qui est la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et dans un niveau plus restreint, l'UEMOA, qui est l'Union monétaire ouest-africaine. La CEDEAO regroupe 15 pays et l'UEMOA 8 pays. Et qui, l'UEMOA, dans ce cadre, partage une monnaie commune qui est le franc CFA. Et au niveau donc de cette coopération, notre vision, avec aujourd'hui le Maroc qui doit, en décembre prochain,
voit concrétiser son adhésion à la CEDEAO, ça fera que la CEDEAO sera la 16e puissance économique mondiale avec l'intégration du Maroc. Et les frontières donc, de la CEDEAO maintenant ne s'arrêteront plus au Niger. Quand vous regardez, les frontières iront jusqu'à la Méditerranée, ce qui est un avantage pour approcher l'Europe au plan des échanges commerciaux et au plan aussi de la lutte aussi contre le phénomène migratoire dont mon collègue vient de parler, qui est un fléau qui aujourd'hui pèse énormément au plan social sur nos politiques et nos économies. Honorables invités, je voudrais explorer avec vous quelques attentes que l'Afrique doit espérer. Quand je regarde, faut-il certainement se limiter à ces grands espaces tels que la CEDEAO et l'Union africaine? Nous pensons que non, il faut aller plus loin. D'où l'opportunité aujourd'hui de ce dialogue triangulaire avec le Canada, qui est aussi un grand pays, ami de la Côte d'Ivoire, et qui, depuis 1962, a établi des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada évolue. Tout à l'heure, donc, le directeur représentant, Madame le ministre, a évoqué l'ouverture d'un bureau à Abidjan, très bientôt, qui dénote le fait que nos relations, aujourd'hui, sont en train de progresser fortement. Et si je veux vous donner des chiffres, c'est que la Côte d'Ivoire, donc, les exportations canadiennes à destination de la Côte d'Ivoire, c'est près de 67,3 millions de dollars US par an. Et le Canada importe de la Côte d'Ivoire près de 423 millions de dollars. Donc ça veut dire que les échanges sont à nos profits. Et nous souhaitons que donc, ces relations soient donc des relations renforcées. Et nous pensons qu'avec un grand pays comme le Canada, un grand pays comme le Maroc et les grands ensembles comme l'espace CEDEAO et l'Union africaine, ce seraient des opportunités qui permettront naturellement de dynamiser ces échanges pour lesquels nos populations attendent beaucoup, et avec une grande part de l'implication du secteur privé, puisque notre plan de développement est bâti sur le secteur privé qui doit y contribuer à 60%. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais donc clore mon propos, non sans évoquer la dimension de la collaboration au niveau universitaire, puisque le Maroc a un avantage comparatif, beaucoup de cadres africains y sont passés. Et c'est en cela que je salue la présence des éminents professeurs ici. Hier, nous avons partagé beaucoup et nous avons compris que le Maroc peut faire beaucoup dans le cadre de la formation des cadres, que ce soit africains et au niveau mondial. Je voudrais également évoquer que par rapport aussi au secteur de l'éducation avec le Canada, pour le peu que je sais, j'ai échangé avec le conseiller économique tout à l'heure. En 5 ans, le nombre d'étudiants ivoiriens à l'Université d'Ottawa est passé de 45 étudiants à 500 étudiants. Aujourd'hui, à l'Université d'Ottawa, qui montre que ça a été multiplié par 10 en 5 ans, qui montre que là aussi, en matière d'échange et de coopération universitaire, qui est, à notre avis, est le pilier de tout développement, parce qu'un développement sans formation, surtout sans formation de la jeunesse, ne vaut pour rien. Et donc, nous pensons que ce secteur aussi est un secteur que nous pourrons explorer. Donc, c'est sur cette note d'espoir et ce message fort que je voudrais donc, encore une fois, encourager ce type d'initiative et montrer toute notre disponibilité à y contribuer fortement. Et surtout, que ce ne soit pas une conférence de plus, mais que ce soit une conférence qui permette d'évoluer vers des choses concrètes. Je vous remercie.